Il existe un pattern dans l'histoire qui a renversé 3 gouvernements majeurs au cours des 250 dernières années. Et en ce moment même, les États-Unis suivent exactement le même schéma, étape par étape, grief après grief, comme si nous lisions un script écrit dans le sang et le chaos. La France était la nation la plus puissante d'Europe, riche, cultivée, avancée. Et en 5 ans, le gouvernement fut renversé, le roi décapité. Le pays sombra dans la terreur, où 40 000 personnes furent exécutées pour crimes politiques. La Russie était un empire immense. Le tsar régnait sur 180 millions de personnes. L'armée venait de combattre dans la Première Guerre mondiale. Et en 8 mois, tout le régime s'effondra. Le tsar fut exécuté. Les bolcheviks prirent le pouvoir et 20 millions moururent dans la guerre civile et les purges qui suivirent. Cuba était une nation caribéenne prospère. Touristes américains, casinos, une économie fonctionnelle. Et en 2 ans, Fidel Castro renversa le gouvernement, nationalisa tout et transforma le pays en dictature communiste qui dura 60 ans. 3 fois. 3 révolutions. 3 moments où un gouvernement apparemment stable s'effondra dans le chaos. Et à chaque fois, ceux au pouvoir ne l'ont jamais vu venir. Ils pensaient être intouchables. Ils pensaient que les paysans ne se soulèveraient jamais. Ils pensaient que le système était trop fort pour tomber. Ils avaient tort à chaque fois. Et maintenant, chaque signal d'alarme qui a précédé ces 3 révolutions est présent aux États-Unis. L'inégalité des richesses, la corruption gouvernementale, la perte de foi dans les institutions, la rage qui monte sous la surface. Nous ne nous dirigeons pas vers le pattern. Nous sommes à l'étape 4, et l'histoire dit que les étapes 5 et 6 arrivent vite. Voici l'histoire de comment les révolutions se produisent, pourquoi les gouvernements ne les voient jamais venir, et pourquoi les chiffres disent que nous sommes les prochains. Avant de parcourir le pattern, vous devez comprendre ce qu'est réellement une révolution. Pas une manifestation, pas une émeute, pas un changement politique. Une révolution, c'est quand l'ordre existant est complètement détruit et remplacé par quelque chose de nouveau, souvent quelque chose de pire. Les révolutions n'arrivent pas parce que les gens sont pauvres. La pauvreté existe depuis toute l'histoire de l'humanité. Les révolutions arrivent quand les attentes dépassent la réalité, quand les gens croient mériter mieux que ce qu'ils ont, quand l'écart entre les élites et tous les autres devient si extrême que le contrat social se brise. Et surtout, quand les gens perdent foi dans la capacité du système à se réformer lui-même, que le gouvernement, les tribunaux, les élections, tout cela puisse répondre à leurs griefs. Quand la réforme pacifique devient impossible, la révolution violente devient inévitable. Ce n'est pas une théorie radicale. Ce sont les mots exacts de John F. Kennedy. Ceux qui rendent la révolution pacifique impossible rendront la révolution violente inévitable. Et l'histoire le prouve à chaque fois. France, Russie, Cuba. 3 siècles différents, 3 idéologies différentes, mais exactement la même séquence en 6 étapes. Regardons comment cela s'est réellement déroulé. Commençons par la mère de toutes les révolutions modernes, la France. Dans les années 1780, la France était le centre de la civilisation européenne. Paris était la capitale culturelle du monde. Le français était la langue de la diplomatie. Les arts, la philosophie, la science, tout florissait. Le roi Louis XVI était sur le trône. La monarchie avait régné sur la France pendant 800 ans. Elle semblait éternelle, inébranlable. Mais sous la surface, la pourriture était totale. C'est l'étape 1 de chaque révolution. L'inégalité extrême des richesses. La France comptait 27 millions de personnes divisées en 3 États. Le premier État, le clergé, possédait 10% des terres et ne payait aucun impôt. Le deuxième État, la noblesse, environ 400 000 personnes, possédait 25% des terres et ne payait presque aucun impôt. Le troisième État, tous les autres, 26 millions de paysans, ouvriers et classe moyenne, possédaient 65% des terres et payaient tous les impôts. Laissez ça pénétrer. 5% de la population ne payait aucun impôt, tandis que 5% portaient tout le fardeau. Et ce n'était pas seulement les impôts. La noblesse avait des privilèges. Ils pouvaient chasser sur les terres paysannes.
Ils pouvaient exiger du travail, ils vivaient dans des palais pendant que les paysans mouraient de faim. Une mauvaise récolte fit grimper les prix du pain. Le pain représentait 88% du budget d'un paysan. Quand les prix doublèrent, les gens ne pouvaient plus manger. Mais la noblesse continuait à manger des repas à 5 plats, continuait à organiser des fêtes somptueuses à Versailles. L'écart entre les riches et tous les autres n'était pas seulement économique. C'était une déconnexion totale de la réalité. C'est l'étape 2, la corruption et l'incompétence gouvernementale. Le roi Louis XVI n'était pas méchant. Il était faible et indécis. La France était en faillite après avoir mené des guerres, notamment en aidant l'Amérique dans sa guerre d'indépendance. Le gouvernement devait des milliards. Et la solution de Louis? Emprunter davantage, augmenter les impôts sur les paysans, ne rien couper, la noblesse refusait de payer des impôts, le clergé refusait, et quand Louis tenta de réformer, ils le bloquèrent parce que ceux qui ont le pouvoir préféreraient voir le pays brûler plutôt que d'abandonner leurs privilèges. Ça vous dit quelque chose? La France était en crise. Le gouvernement ne pouvait pas payer ses dettes. Les gens ne pouvaient pas se permettre de manger. Et Louis convoqua les États généraux, une assemblée représentative qui ne s'était pas réunie depuis 175 ans. Il pensait que cela légitimerait de nouveaux impôts. Au lieu de cela, ce fut l'étincelle. C'est l'étape 3. La classe moyenne détruite et radicalisée. Le tiers-État, qui incluait non seulement des paysans, mais aussi des avocats, des marchands et la classe moyenne éduquée, exigea une représentation égale. Il voulait une voix par personne, pas une voix par État, ce qui donnait à la noblesse et au clergé un avantage de 2 contre 1. Louis refusa. Alors le tiers-État se déclara Assemblée nationale. Ils s'enfermèrent dans une salle de tennis et jurèrent de ne pas partir avant que la France ait une constitution. C'est le moment où la classe moyenne, les gens éduqués qui devraient soutenir le système, se retournent contre lui. Quand les avocats et les marchands disent que le gouvernement est illégitime, c'est là que la révolution devient inévitable. Les Parisiens prirent d'assaut la prison de la Bastille, symbole de l'autorité royale. Ils tuèrent les gardes, défilèrent avec leurs têtes sur des piques dans les rues. La révolution avait commencé et elle s'intensifia rapidement. C'est l'étape 4. La perte de foi dans les institutions, la monarchie, l'Église, les tribunaux, tous perdirent leur légitimité. L'Assemblée nationale abolit la féodalité, saisit les terres de l'Église, déclara les droits de l'homme. Mais ce n'était pas assez. Les radicaux continuèrent à pousser. Étape 5. Le mouvement révolutionnaire gagne un soutien de masse. Les Jacobins dirigés par Robespierre exigèrent des mesures plus extrêmes. Ils voulaient exécuter le roi, redistribuer toutes les richesses, purger les ennemis de la Révolution. Et ils gagnèrent le soutien populaire parce que les modérés avaient échoué à livrer. L'économie était toujours en crise, la nourriture toujours rare et les gens voulaient du sang. Le roi Louis XVI fut décapité par guillotine en public. Sa femme Marie-Antoinette suivit. Et puis la terreur commença. Étape 6, le gouvernement renversé. Le chaos suit. Le comité de salut public dirigé par Robespierre exécuta 40 000 personnes. Des nobles, des prêtres, des opposants politiques, même des révolutionnaires qui n'étaient pas assez radicaux. Ils appelaient ça purifier la révolution. C'était un meurtre de masse. La guillotine fonctionnait quotidiennement à Paris, les exécutions publiques comme divertissement, et la purge ne cessait de s'étendre. D'abord la noblesse, puis les révolutionnaires modérés, puis quiconque accusé de pensée contre-révolutionnaire. Pas de procès, pas de preuves, juste l'accusation et la mort. Robespierre lui-même fut finalement exécuté par le même système qu'il avait créé parce que les révolutions dévorent toujours leurs propres enfants. Toujours. La France était épuisée. 10 ans de chaos, effondrement économique, guerre sur tous les fronts, et Napoléon saisit le pouvoir par un coup d'État, devint empereur. La révolution qui avait commencé avec liberté, égalité, fraternité, se termina par une dictature militaire qui entraîna l'Europe dans 15 ans de guerre. La leçon de la France. Inégalité extrême plus incompétence gouvernementale plus perte de foi dans les institutions mène à la révolution, et la révolution mène à quelque chose de pire. Mais peut être que c'était juste la France. Peut
Être que c'était unique. Regardons la Russie. La Russie était le plus grand empire de la Terre. Le tsar Nicolas II régnait sur 1/6 de la surface terrestre du monde. L'armée russe comptait des millions. Le pays avait combattu Napoléon vaincu, avait survécu à la guerre de Crimée, venait de combattre dans la Première Guerre mondiale. Il semblait invincible, mais sous la surface, les mêmes fissures se formaient. Étape 1, inégalité extrême des richesses. La Russie avait une noblesse qui possédait des terres massives. Les paysans, appelés serfs, avaient été essentiellement esclaves jusqu'à leur libération, mais ils ne possédaient toujours rien. Ils travaillaient la terre pour les nobles, payaient des loyers exorbitants et mouraient de faim pendant que l'aristocratie vivait dans des palais extravagants. Le tsar lui-même possédait plus de richesses personnelles que n'importe quel monarque dans l'histoire. Les palais, les bijoux, les terres, tout. Pendant ce temps, les paysans vivaient dans des cabanes de boue sans eau courante ni électricité. Étape 2, corruption et incompétence gouvernementale. Le tsar Nicolas II n'était pas un leader fort. Il était faible, influencé par sa femme et des mystiques comme Raspoutine. Le gouvernement était une bureaucratie corrompue qui ne servait personne sauf les riches. La Russie entra dans la Première Guerre mondiale mal préparée. Des millions de soldats moururent, pas à cause de l'ennemi, mais à cause de la mauvaise organisation. Pas assez de fusils, pas assez de nourriture, pas assez de ravitaillement. Les soldats étaient envoyés au combat sans armes, on leur disait de ramasser les fusils des morts. C'était un carnage, et c'était évitable. Étape 3, classe moyenne détruite et radicalisée. La Russie avait une classe moyenne croissante, éduquée. Des étudiants, des intellectuels, des professionnels qui voulaient des réformes. Ils voulaient une constitution, une démocratie, la fin de l'autocratie, mais le tsar refusait de céder le pouvoir. Alors ils se radicalisèrent. Ils rejoignirent des groupes révolutionnaires. Les bolcheviks, dirigés par Lénine, promettaient la paix, la terre et le pain, et les gens désespérés les écoutèrent. Étape 4, perte de foi dans les institutions. Des soldats marchèrent pacifiquement pour demander du pain. Les troupes du tsar leur tirèrent dessus. Des centaines moururent. Ce massacre détruisit toute foi restante dans le gouvernement. Les soldats commencèrent à déserter. La police refusa d'appliquer les ordres. Les tribunaux perdirent toute légitimité. Quand l'armée elle-même se retourne contre le gouvernement, c'est fini. Étape 5, mouvement révolutionnaire gagne un soutien de masse. Les bolcheviks n'étaient pas la majorité, mais ils étaient organisés. Ils avaient un plan. Ils promettaient de mettre fin à la guerre, de redistribuer les terres, de donner le pouvoir aux travailleurs. Et dans le chaos, les gens désespérés les soutinrent. Lénine revint de l'exil. Trotsky organisa l'insurrection. Et ils frappèrent. Étape 6, gouvernement renversé. Chaos suit. Les bolcheviks prirent le palais d'hiver. Le gouvernement provisoire s'effondra. Le tsar et sa famille furent exécutés, abattus dans une cave. Et puis la guerre civile commença. Les rouges contre les blancs. Communistes contre monarchistes. 10 millions de personnes moururent. La famine tua des millions d'autres. Et quand la poussière retomba, Staline prit le pouvoir et devint l'un des dictateurs les plus meurtriers de l'histoire. Les purges, les goulags, les famines forcées, des dizaines de millions moururent sous le régime qu'il créa. La leçon de la Russie. Même le plus grand empire peut tomber quand les mêmes conditions sont présentes. Inégalité extrême, incompétence gouvernementale, perte de foi, radicalisation. Le pattern se répète. Mais peut être que ce n'était que les grandes puissances. Peut être que les petits pays sont différents. Regardons Cuba. Cuba était un paradis caribéen. Tourisme florissant, économie forte, classe moyenne croissante. Les Américains y allaient pour les plages, les casinos, les boîtes de nuit. C'était moderne, occidental, prospère, et puis tout s'effondra. Étape 1, inégalité extrême des richesses. Cuba avait une élite riche qui possédait la plupart des terres. Les plantations de sucre, les usines, tout. Et puis il y avait tout le monde, les travailleurs ruraux, les agriculteurs, les ouvriers d'usines qui vivaient dans la pauvreté. L'écart était énorme.
Les riches vivaient dans des manoirs, conduisaient des voitures américaines, envoyaient leurs enfants à l'étranger pour l'éducation. Les pauvres vivaient dans des bidonvilles sans eau courante, sans soins de santé. Étape 2. Corruption et incompétence gouvernementale. Le président Batista était un dictateur soutenu par les États-Unis. Son gouvernement était totalement corrompu. La police, l'armée, les tribunaux, tout était à vendre. Les gangsters américains possédaient des casinos, les politiciens volaient des millions, et Batista s'enrichissait pendant que son peuple souffrait. Il truquait les élections, emprisonnait les opposants, torturait les dissidents. C'était une dictature brutale déguisée en démocratie. Étape 3. Classe moyenne détruite et radicalisée. Fidel Castro était avocat. Son frère Raoul, ses partisans, beaucoup étaient des étudiants, des intellectuels, de la classe moyenne. Ils voulaient des réformes. Ils voulaient la démocratie. Mais Batista refusait. Alors ils se radicalisèrent. Castro mena une guérilla dans les montagnes. Il promettait la justice, la fin de la corruption, un gouvernement pour le peuple. Et la classe moyenne éduquée le soutint parce qu'ils avaient perdu foi dans le système. Étape 4. Perte de foi dans les institutions. Tout le monde savait que Batista truquait les élections. Les tribunaux étaient une blague. La police torturait. L'armée massacrait des civils. Il n'y avait aucune légitimité. Quand les institutions sont vues comme illégitimes, quand personne ne croit qu'elles peuvent être réformées, les gens cherchent des alternatives en dehors du système. Étape 5. Mouvement révolutionnaire gagne un soutien de masse. Le mouvement du 26 juillet de Castro gagna du soutien. Pas parce que les gens aimaient le communisme, mais parce qu'ils haïssaient Batista. Les paysans rejoignirent. Les travailleurs rejoignirent. Même certains soldats désertèrent pour rejoindre Castro. Dans le désespoir, les gens radicaux semblent être la seule option. Étape 6. Gouvernement renversé. Chaos suit. Batista s'enfuit. Castro entra à la Havane. Et alors il révéla son vrai visage. Il nationalisa tout. Les entreprises, les fermes, les maisons. Il fit des procès spectacles, exécuta des centaines. Il devint un dictateur, exactement ce qu'il avait promis de ne pas devenir. La révolution qui avait promis la liberté livra une autre tyrannie. Et Cuba resta une dictature pendant 60 ans. La leçon de Cuba. Même les petits pays riches suivent le pattern. Inégalité, corruption, perte de foi, révolution et quelque chose de pire qui suit. 3 pays, 3 siècles, 3 idéologies. Mais la même séquence exacte en 6 étapes. Le pattern est réel, il est reproductible. Et ça s'est produit encore et encore à travers l'histoire. Chaque fois que vous voyez ces conditions, vous voyez le résultat. Pas peu, être. Définitivement. Maintenant, revenons au pattern lui-même. Parce que comprendre ces 6 étapes, c'est comprendre où nous en sommes maintenant. Étape 1. Inégalité extrême des richesses. Ce n'est pas juste que certaines personnes sont riches et d'autres pauvres. C'est quand l'écart devient si extrême que cela brise le contrat social. Quand les riches vivent dans un monde différent, si déconnectés qu'ils ne comprennent même pas la lutte. Et quand les pauvres voient cette richesse défiler devant eux quotidiennement, la rage s'accumule. En France, les nobles mangeaient pendant que les paysans mouraient de faim. En Russie, le tsar avait des palais pendant que les serfs vivaient dans des cabanes de boue. À Cuba, l'élite conduisait des Cadillacs pendant que les travailleurs ruraux vivaient dans des bidonvilles. Et dans chaque cas, les riches ne comprenaient pas pourquoi les pauvres étaient en colère. Ils pensaient que c'était naturel, que c'était comme les choses avaient toujours été. Ils avaient tort. Vérification. Étape 2. Corruption et incompétence gouvernementale. Ce n'est pas juste de la mauvaise gouvernance. C'est quand le gouvernement sert ouvertement les riches au détriment de tous les autres, quand les lois sont écrites par et pour l'élite, quand les politiciens sont achetés, quand la justice n'est disponible que pour ceux qui peuvent se la permettre, quand le système est si manifestement truqué que personne ne peut prétendre qu'il est juste. En France, les nobles refusaient de payer des impôts pendant que le gouvernement était en faillite. En Russie, le tsar ignorait les conseils et laissait des mystiques diriger la politique. À Cuba, Batista volait des millions pendant que les gens mouraient de faim. Et dans chaque cas, ceux au pouvoir pensaient pouvoir s'en tirer parce qu'ils l'avaient toujours fait. Ils avaient tort.
Vérification. Étape 3. Classe moyenne détruite et radicalisée. C'est l'étape la plus critique. Les révolutions ne commencent pas avec les plus pauvres. Elles commencent avec la classe moyenne éduquée qui perd espoir dans le système. En France, les avocats et marchands menèrent l'Assemblée nationale. En Russie, les étudiants et intellectuels rejoignirent les bolcheviks. À Cuba, Castro était avocat. Ses partisans étaient des citadins éduqués. Quand les gens qui devraient bénéficier de la stabilité se retournent contre elle, la révolution devient probable. Vérification. Étape 4. Perte de foi dans les institutions. Quand les gens arrêtent de croire aux élections, aux tribunaux, à la police, le contrat social est brisé. En France, les États généraux devinrent une assemblée révolutionnaire. En Russie, les soldats refusèrent de défendre le tsar. À Cuba, tout le monde savait que Batista truquait les élections. Quand les institutions perdent leur légitimité, quand les gens croient que le système ne peut pas être réformé de l'intérieur, ils cherchent des alternatives en dehors du système. C'est le point de non-retour. Vérification. Étape 5. Mouvement révolutionnaire gagne un soutien de masse. C'est quand des groupes organisés offrent une alternative. En France, les Jacobins. En Russie, les bolcheviks. À Cuba, le mouvement du 26 juillet de Castro. Ils promettent la justice. Ils promettent de punir les corrompus. Ils promettent un meilleur avenir. Et les gens désespérés de changement les soutiennent, pas parce qu'ils aiment les révolutionnaires, mais parce qu'ils haïssent le gouvernement actuel davantage. Vérification. Étape 6. Gouvernement renversé. Le chaos suit, c'est l'aboutissement. L'ancien ordre s'effondre. En France, le roi décapité, la terreur suit. En Russie, le tsar exécuté, la guerre civile tue des millions. À Cuba, Batista fuit, Castro devient dictateur. Et voici le pattern dans le pattern. La révolution ne livre jamais ce qu'elle promet. Elle livre du sang des purges et une nouvelle tyrannie. Parce que les révolutions sont menées par des extrémistes. Et les extrémistes ne construisent pas, ils détruisent. Les modérés qui voulaient des réformes, exécutés ou exilés. Les gens qui pensaient que la révolution apporterait la liberté, ils ont appris trop tard que le chaos est pire que la corruption. Maintenant parlons des États-Unis, et pourquoi chaque signal d'alarme clignote en rouge. Étape 1. Inégalité extrême des richesses. Vérification. Le top 1% en Amérique contrôlait 8% de la richesse, aujourd'hui 32%, plus élevé que la France. Le top 0, 1%, environ 130 000 ménage, possède plus de richesse que les 90% du bas, environ 117 millions de ménages. L'écart entre les milliardaires et tous les autres est plus grand qu'à n'importe quel moment de l'histoire américaine. Plus grand que l'âge doré, plus grand que les années 1920. Les riches sont visibles. Jets privés, méga-yachts, tourisme spatial. Pendant que la classe moyenne ne peut pas se permettre de maisons, de soins de santé ou d'éducation. Pendant que des millions travaillent plusieurs emplois juste pour survivre. La rage s'accumule. Et elle est justifiée. Étape 2. Corruption et incompétence gouvernementale. Vérification. La confiance dans le Congrès est à 15%. La confiance dans la Cour suprême s'effondre. La moitié du pays croit que les élections sont truquées. Le délit d'initié par les membres du Congrès est endémique. Les lobbyistes écrivent la législation. Les entreprises possèdent les politiciens. Et rien n'est fait. L'infrastructure s'effondre. La dette est de 36 billions de dollars et monte. Les problèmes qui devraient être résolus ne le sont pas parce que le gouvernement ne sert pas le peuple. Il sert les donateurs. Quand les deux partis sont vus comme corrompus et incompétents, quand les électeurs croient que le système est truqué, la foi dans la démocratie meurt. Étape 3. Classe moyenne détruite et radicalisée. Vérification. La classe moyenne américaine est en train d'être vidée. L'université est inabordable. Le logement est inabordable. Les coûts des soins de santé ruinent les familles. La croissance des salaires stagne pendant que les prix des actifs explosent. Et les jeunes éduqués, ne peuvent pas atteindre ce que leurs parents avaient. Ils se noient dans la dette étudiante, ne peuvent pas acheter de maison, ne peuvent pas fonder de famille.
et ils sont en colère. Quand les avocats, les enseignants, les ingénieurs, les gens qui devraient réussir, échouent, ils se radicalisent. Ils cherchent quelqu'un à blâmer, et ils trouvent des cibles. Les élites, les milliardaires, le système. C'est comme ça que les révolutions commencent. Pas avec les plus pauvres, avec les éduqués qui attendaient mieux. Étape 4. Perte de foi dans les institutions. Vérification. Nous y sommes maintenant. La confiance dans les médias est à son plus bas niveau. La confiance dans la police s'est effondrée. La confiance dans les élections est brisée. La moitié du pays croit que l'élection a été volée. L'autre moitié croit que l'émeute était une tentative de coup d'État. Aucun côté ne fait confiance à l'autre. Aucun côté ne croit que les institutions sont légitimes. Les tribunaux sont vus comme politiques. Le FBI est vu comme politique. Tout est vu à travers un prisme partisan. Et quand cela arrive, quand les gens arrêtent de croire aux institutions partagées, le pays n'est plus uni. Ces deux nations occupant le même territoire, attendant une étincelle. La France avait les États généraux. La Russie avait le dimanche sanglant. Cuba avait la brutalité de Batista. L'Amérique, ça pourrait être n'importe quoi. Une élection contestée, un krach économique, un assassinat politique, un incident de police qui devient viral. L'amadou est sec. Nous attendons juste l'allumette. Nous sommes à l'étape 4. Et l'histoire dit que l'étape 5 vient ensuite. Étape 5, mouvement révolutionnaire gagne un soutien de masse. Cela ne s'est pas encore produit. Pas complètement. Mais les pièces se forment. À gauche, il y a un soutien croissant pour les politiques socialistes, la redistribution de la richesse, la rhétorique de manger les riches. À droite, il y a un soutien croissant pour l'autoritarisme, les leaders forts, les mesures extralégales. Les deux côtés croient de plus en plus que le système est brisé au-delà de toute réforme, qu'il doit être démoli et reconstruit. Quand les modérés perdent le contrôle, quand les extrêmes gagnent un soutien de masse, l'étape 5 est là. Et nous sommes plus proches que la plupart des gens ne le réalisent. L'étape 6 est ce à quoi personne ne veut penser parce que l'étape 6, c'est le chaos. En France, 40 000 exécutés dans la terreur. En Russie, 10 millions de morts dans la guerre civile. À Cuba, une dictature pendant 60 ans. L'exceptionnalisme américain dit que ça ne peut pas arriver ici. Nous sommes trop stables, trop riches, trop démocratiques. C'est ce qu'il disait en France. La Russie était un empire qui avait duré 300 ans. Cuba était prospère et moderne. Et tous les trois se sont effondrés. Le pattern ne se soucie pas de l'exceptionnalisme. Alors à quoi ressemblerait l'étape 6 en Amérique ? Personne ne le sait exactement, mais l'histoire nous donne des indices. La violence politique s'intensifie, pas des émeutes. Violence organisée, assassinats, insurrections. L'armée et la police se fracturent. Certaines unités du côté du gouvernement, d'autres avec les révolutionnaires. Les chaînes d'approvisionnement s'effondrent. Pénuries alimentaires, pénurie de carburant. L'économie s'effondre parce que personne ne fait confiance à rien. Les États tentent de faire sécession ou refusent de reconnaître l'autorité fédérale, et les puissances étrangères interfèrent. La Chine, la Russie, ils adoreraient voir l'Amérique brûler. Le chaos pourrait durer des années. Des millions pourraient mourir. Et ce qui émerge de l'autre côté ne sera pas l'Amérique que nous connaissions. Ça pourrait être autoritaire. Ça pourrait être fracturé en régions. Ça pourrait être quelque chose de pire. C'est l'étape 6. Et le pattern dit qu'une fois que vous êtes à l'étape 4, il est très difficile de s'arrêter. 3 révolutions. 3 patterns identiques. France, Russie, Cuba. Chaque fois, les élites ne l'ont jamais vu venir. Chaque fois, elles pensaient être en sécurité. Chaque fois, elles pensaient que les paysans ne se lèveraient jamais. Et chaque fois, l'écart entre riches et pauvres, la corruption gouvernementale, la perte de foi, tout s'est combiné en une explosion qui a détruit l'ordre existant. Les États-Unis sont à l'étape 4. L'écart de richesse est pire que la France. Le gouvernement est aussi dysfonctionnel que la Russie. La foi dans les institutions est aussi brisée que Cuba. Et le pattern dit que les étapes 5 et 6 arrivent. Peut être que nous pouvons l'arrêter. Peut être que nous pouvons réformer avant la révolution.
peut être que le système peut se réparer lui-même. Mais le pattern dit le contraire. L'histoire dit le contraire. Et les signaux d'alarme sont partout. 3 fois c'est arrivé. Chaque fois il pensait être différent. Chaque fois le pattern a gagné. Si cela vous a ouvert les yeux sur où nous sommes réellement dans le cycle, parce que quand l'étape 5 commence, quand les mouvements révolutionnaires gagnent un soutien de masse, vous voudrez comprendre ce qui se passe et pourquoi. Les réponses ne se cachent pas dans le futur. Elles sont écrites dans le passé.